Abitboul. Oui, Monsieur Abitboul, France. Ma question s'adresse à Monsieur Kermal-Lervis et sur la question de l'influence macro sur les micros et les corrélations des risques. Est-ce que vous, je pense que c'est effectivement un des nœuds du problème, est-ce que vous pensez que cette question a été réglée lors de la définition des stress tests, notamment des banques américaines, les définitions des value at risk? Est-ce que vous pensez que les risques ont bien, la question de la corrélation entre les risques a bien été traitée? Vous avez également fait allusion au taux de rentabilité excessif recherché par les marchés. Et ces taux de rentabilité ne peuvent être atteints qu'avec des effets de levier déraisonnables. Est-ce que vous pensez que la question de ces effets de levier entre les produits dérivés et les actifs sous-jacents a été traitée? Et sur la question de la comptabilité, est-ce que vous pensez que la comptabilité mark-to-market, l'espèce de fiction selon laquelle à tout moment tous les actifs mondiaux ont une valeur de marché, résiste encore à l'analyse de la crise de liquidité qu'on a connue? En d'autres termes, est-ce que toutes ces questions sont traitées ou sont en voie de l'être? Merci beaucoup. Alors les organisateurs me donnent, pratiquement arrivé au terme de la session, mais les organisateurs me donnent 5 minutes pour conclure et je cède volontiers ces minutes encore à 2 questions et puis les panélistes répondront à l'ensemble. Jean-Claude Gruffard. Oui, très brièvement. Beaucoup de choses ont été dites sur ce qui s'est passé. J'apprécie que les panélistes aient essayé de réfléchir de manière un peu prospective. Nicolas Véron a souligné qu'il y avait des législations qui étaient en cours de préparation. Il y a un problème qui ne me paraît pas traité, ni même en voie de traitement, c'est celui du too big to fail et finalement d'un processus ordonné de liquidation d'institutions qui présente un risque systémique sur une base globale. Je veux dire par là, même si la législation passe aux États-Unis, et je peux me tromper, j'ai le sentiment que ça sera une solution qui sera domestique. En d'autres termes, on parle d'institutions qui opèrent dans un environnement global, mais lorsqu'elles décèdent, elles décèdent sur le sol du pays où elles sont enregistrées. Merci. Dernière et brève question, Patrick Allard. Merci. Ma question prolonge Dans le micro. Ma question prolongera celle du professeur Sûr et du professeur Padoa-Chioppa concernant l'étalon monétaire international. La question qui est sous-jacente, c'est celle de la discipline imposée de manière égale, en fait, à tous les États concernant leur politique macroéconomique et particulièrement la politique monétaire. On est très loin, probablement, de la création d'un nouveau système international. Est-ce que le framework de surveillance mutuelle mis en place, au moins dans les mots au niveau du G20, vous paraît? Merci. 1 minute et demie à chacun pour conclure. Ça, c'est vraiment un défi. Bon, deux choses. Au niveau de l'analyse technique, il est clair. Une chose, je crois, qui est très claire. Même si les grandes banques avaient eu 50% de plus de capital pendant la crise de l'année dernière, ça n'aurait rien changé. Donc le risque était vraiment systémique et l'intervention liquidité était cruciale. Ça ne veut pas dire que je suis contre ou que je minimise l'importance de demander plus de capital et de demander du capital plus procyclique. Mais je crois que la corrélation des risques et le lien à la macro est très très importante parce que quand on fait ce calcul, si on disait voilà, les banques avaient eu 50% de plus de capital, en fait en septembre, octobre dernier, ça n'aurait rien changé. Et au niveau du DTS, je suis tout à fait d'accord avec Jacques. Je pense qu'il faut y travailler, mais il faut que l'utilisation du DTS soit élargie. Il faut que parce que si c'est juste une comptabilité, un panier de comptabilité, ça ne marchera pas. Merci beaucoup. Nicolas, les derniers mots. Sur 2 questions très vastes et complexes, la comptabilité et le too big to fail. Sur la comptabilité, bon, c'est un grand enjeu de lobbying. Les enjeux pour certaines banques et établissements financiers sont très importants, donc c'est souvent difficile de distinguer à travers le brouillard des messages, souvent de brouillage d'ailleurs, qui sont donnés à l'opinion publique. Il me semble que le vrai sujet n'est pas tellement le sujet de la liquidité, puisqu'en réalité, lorsqu'on lit les normes, elles donnent une clause de sortie lorsque les marchés sont illiquides. Le vrai sujet, c'est celui de la procyclicité, c'est-à-dire est-ce que les normes comptables ont eu un effet systémique déstabilisateur parce qu'elles faisaient coller les bilans aux tendances du marché. Mon sentiment, mais je crois que nous manquons encore d'éléments empiriques, c'est que ceci a été le cas pour les normes de régulation des capitaux bancaires qui ont été massivement procycliques,
mais que ce thème n'est pas identique à celui des normes comptables. En d'autres termes, il est légitime de donner aux investisseurs dans des banques dont les actions sont cotées le même type d'informations que les investisseurs demandent de la part de n'importe quelle entreprise cotée, c'est-à-dire quelle est la valeur de ses actifs et passifs en fonction des conditions de marché du moment. En revanche, il est tout à fait erroné de prétendre baser la régulation des capitaux bancaires et accessoirement de leur effet de levier sur ces informations comptables qui suivent les fluctuations à court terme du marché, parce qu'il y a de bonnes raisons de corriger ces fluctuations en matière de régulation bancaire. Donc personnellement, j'aurais tendance à considérer que la juste valeur a un sens en termes d'information des investisseurs et que aujourd'hui, les informations empiriques dont on dispose ne remettent pas en cause cette vision. Voilà. Sur le too big to fail, en 2 mots, ça va être vraiment très court. La raison pour laquelle on n'a pas parlé de la réponse à la question qui a été posée, c'est que personne n'a la réponse. Et que dans l'Union européenne, c'est un sujet qui est très difficile et sur lequel, je crois, il y a des progrès qui sont faits sous la forme de la création d'autorités de supervision à l'échelle européenne qui, sans avoir nécessairement de pouvoir budgétaire, auront au moins la capacité d'avoir une vision un peu plus unifiée des risques et des situations financières des grands établissements financiers transfrontaliers. Pour l'instant, les pas qui sont envisagés sont des pas qui sont des relativement petits pas, mais qui me semblent essentiels de création de nouvelles institutions. Ces institutions auront peu de pouvoir dans un premier temps, mais elles en acquerront peut-être plus par la suite. Au niveau international, rien de tel n'est possible. Et donc, je crois que la question que vous posez est une question fondamentale pour l'avenir de l'intégration financière internationale, mais à ma connaissance, aucune solution crédible de politique publique n'y a encore été apportée, donc c'est un défi majeur. Voilà. Merci. Nous allons, malheureusement, on aurait pu continuer assez longuement, clore cette session. Je vous invite à remercier les panélistes.